Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Du support graphique à l'écriture. Anne-Marie Christine. Mon propos sera d'examiner l'opposition que l'on fait traditionnellement entre culture orale et écrite, sous un angle un peu inhabituel, celui de l'image, afin de tenter de dissiper quelques malentendus, et de proposer aussi certaines pistes d'exploration possibles du domaine encore mal défini des écritures que l'on pourrait dire informelles ou inabouties. Je voudrais rappeler en premier lieu que ce que l'on nomme culture orale est en réalité, et dans tous les cas, une culture mixte. Ce qui caractérise fondamentalement une société sans écriture est en effet qu'elle utilise deux modes de communication et d'expression ayant chacun une fonction différente, mais qui sont complémentaires l'un de l'autre. La langue, qui structure le groupe, régit ses échanges internes et transmet d'une génération à la suivante la tradition légendaire, mythique de ses origines. Le pôle actif et décisif de cette communication est le locuteur. L'image, qu'elle soit matérielle ou virtuelle, comme dans les rêves, qui permet à ce même groupe d'avoir accès au monde invisible où sa langue n'a pas cours, mais qui exerce cependant un pouvoir, sinon tout pouvoir sur lui. Le pôle actif est ici le récepteur, c'est lui le maître de l'œuvre. Sa fonction majeure n'est pas de permettre à un artiste de s'exprimer, mais de surprendre, et son créateur en premier lieu. L'art ne reproduit pas le visible, a écrit Paul Klee, il rend visible. Cette dualité s'est maintenue dans les civilisations orales les plus récentes, par exemple celle des Dogons. Dans Ethnologie et langage, la parole chez les Dogons 1965, Geneviève Calam-Griaule notait que pour les Dogons, la représentation graphique était conçue comme antérieure par rapport à l'expression verbale. Elle résumait ainsi leur mythe de la création. Dieu en créant a pensé. Avant de nommer les choses, il les a dessinées dans son intention créatrice. La création telle qu'elle s'offre à l'homme porte la marque de cette intention divine qu'il s'efforce de déchiffrer et dont il reproduit à son tour les symboles. Mais, c'est en nommant les choses que l'homme a affirmé son emprise sur elles. S'il n'y avait pas eu une conscience humaine pour la recevoir et la reproduire, la parole divine serait restée sans réponse, donc sans vie. L'image matérielle est apparue assez tard dans l'histoire de l'humanité, en 40 000 avant notre ère environ. Mais elle s'inspirait d'un modèle qui lui était antérieur de façon immémoriale, et qui n'a guère changé depuis, l'espace du ciel étoilé. Celui-ci présente en effet une série de spécificités remarquables. Il peut être perçu comme une surface continue, un écran, et il l'a été effectivement pour les 4 civilisations qui ont inventé l'écriture, la Mésopotamie, l'Égypte et la Chine, ainsi que par les Mayas. Cette surface possède également une double particularité. Elle est constellée de points lumineux, lesquels, en raison de leur caractère apparemment abstrait, se proposent à nous comme des signes. Ces signes sont d'autre part séparés par des intervalles qui n'ont rien d'aléatoire, mais servent au contraire à combiner ces signes en système. On ne saurait se limiter cependant à une analyse aussi conceptuelle du réseau céleste. Le terme de signe appliqué aux étoiles, de même que celui des apostrophes écran appliqués au ciel nocturne, était chargé pour les cultures anciennes de 2 autres valeurs. Tout d'abord, signe et écran céleste constituent dans ces sociétés le mode de communication privilégié des hommes avec l'au-delà de l'écran du ciel, c'est-à-dire avec les dieux. La fonction des devins astrologues était de déchiffrer leurs messages. Ce qui distingue une telle communication de celle du langage verbal est qu'elle opère entre 2 univers hétérogènes l'un à l'autre. Il s'agit d'une communication transgressive. D'autre part, cette mise en système des étoiles n'est pas seulement intellectuelle ou abstraite. Elle induit des parcours du regard eux aussi normalisables, dont on retrouve d'ailleurs la trace dans les figures imaginées à partir des constellations qui se sont transmises à travers l'histoire jusqu'à nos jours. La référence au ciel étoilé est constante dans les mythes d'origine de l'écriture en Mésopotamie ou en Chine. Dans les temps anciens, dit une légende chinoise, Paoxi, empereur mythique, régna sur le monde. Levant les yeux, il contempla les figurations qui sont dans le ciel et baissant les yeux, contempla les phénomènes qui sont sur la terre. Il considéra les marques Wen, visibles sur le corps des oiseaux et des animaux ainsi que les dispositions avantageuses offertes par la terre. Il emprunta à proximité à sa propre personne de même que à distance aux réalités extérieures. Il commença alors à créer les 8 trigrammes du livre des mutations,
afin de communiquer avec le pouvoir de l'efficience infinie à L' œuvre dans l'univers, ainsi que classer les conditions de tous les êtres. Toutefois, il a fallu à l'ingéniosité humaine franchir 2 étapes successives avant de parvenir à la créer. L'une comme l'autre ont consisté en une appropriation par l'homme de ce qui relevait initialement pour lui du divin. La première est l'invention de cet écran humain, en quelque sorte qu'est l'image telle qu'on la trouve sur les parois des grottes et des falaises préhistoriques. Cette invention a consisté d'abord dans l'élection de certaines parois naturelles, de grottes ou de falaises, remarquables comme l'étaient celles supposées du ciel, par leur continuité que l'on a tenu à souligner à l'aide de différents artifices, ponçage ou enduit blanc. Ces surfaces sont devenues le support des figures que l'homme y a peintes ou gravées, ou de l'empreinte de ses mains. L'originalité de ces figures par rapport aux signes célestes est qu'elles sont hétérogènes. On y trouve l'une à côté de l'autre des représentations réalistes mais aussi des formes symboliques, ou encore des tracés à valeur purement rythmique. La cohérence de ces figures, leur syntaxe, est assurée par les intervalles qui à la fois les séparent et les unissent sur la surface où elles sont inscrites. Autrement dit, espace d'accueil des figures, le support d'où est née l'image est aussi leur principal agent sémantique. Les intervalles sont autant de figures-lieux, de taux-poids énigmatiques, présents comme de façon suspendue à la surface de l'image mais qui, loin d'être passifs ou neutres, rendent possible la contamination de ces figures l'une par l'autre, c'est-à-dire leur venue au sens. C'est une constante dans l'histoire de la peinture figurative. Chevreul a été le premier à constater l'importance de cette contamination dans le domaine des couleurs, et à dégager de sa récurrence différentes lois optiques, dont celle du contraste simultané. Il a noté également que ces lois faisaient appel à certains réflexes psychologiques, et n'étaient pas simplement mécaniques. Pour passer de l'image néolithique aux tombes de l'époque pharaonique, dont les parois ne sont plus seulement recouvertes d'images mais de textes, une seconde étape a dû être franchie, qui a préparé de façon beaucoup plus étroite et rigoureuse l'émergence de l'écriture, celle de la divination. L'espace joue dans cette seconde étape un rôle également déterminant. Mais il y fait intervenir une donnée nouvelle, celle du cadre. Instaurer une table de divination, définir l'ère à l'intérieur de laquelle les dieux vont manifester leur volonté, est un acte fondateur dans toutes les cultures. Que la divination soit un relais dans la métamorphose de l'image en écriture se laissait prévoir depuis toujours, puisque si le ciel étoilé est le premier écran qui se soit offert aux yeux des hommes, l'agencement de ces constellations a dû leur laisser espérer très tôt qu'ils pourraient y lire leur destin. Le recours à des objets dont la valeur symbolique était particulièrement intense, leur surface était d'ailleurs conçue comme une projection du ciel, le foie de mouton en Mésopotamie, la carapace de tortue en Chine a introduit, avec l'idée qu'un message explicitement destiné aux hommes par les dieux devait s'y trouver concentré, 2 notions fondamentales qui n'étaient pas indispensables à l'image mais que L'. On pouvait déduire de ces leçons, celle de la lecture, la fonction sociale du devin étant de déchiffrer des textes et non plus de contempler des énigmes, et celle d'un système de signes transformant ces énigmes en textes, ce que laissait déjà supposer le ciel étoilé. Les tablettes mésopotamiennes du 4e millénaire avant notre ère nous permettent de découvrir la structure minimale sur laquelle vont se fonder tous les systèmes d'écriture ultérieurs, jusqu'à celui de l'alphabet grec, et qui présente 3 aspects. À l'origine, la délimitation d'une forme donnée et éventuellement aussi d'un volume, à l'intérieur du champ iconique, qui reconduit le principe du support divinatoire. Cette forme est désormais indissociable de l'écrit dans la mesure où son contour et sa matière sont chargés de sens par eux-mêmes. Une tablette ronde en Mésopotamie est l'indice d'un texte littéraire, rectangulaire d'un texte économique, et aussi parce qu'elle implique un certain comportement de lecture. Une tablette se tient dans la main, on la lit de près, elle circule facilement, etc. L'autre donnée spatiale essentielle à l'écriture consiste dans la division de son support en sous-ensembles, dans lesquels sont regroupés les signes. On notera que compartimentage et regroupement sémiotique sont indépendants des marques de comptabilité, lesquelles ne sont jamais présentes sur les tablettes que par une série de trous. Enfin, dernier aspect caractéristique de l'écriture, le passage d'une forme de syntaxe que l'on pourrait dire coutumière, puisqu'elle est étroitement dépendante de la culture d'une société donnée,
Il nous faudrait en effet avoir accès à la civilisation mésopotamienne antérieure à l'écriture pour comprendre la signification de certains tracés pictographiques, à la constitution de messages utilisant des signes écrits dégagés de leur ascendance culturelle. Ces signes sont identifiables à la fois graphiquement, comme on le voit dans la construction des signes abstraits avec des éléments en forme de clous, d'où l'écriture mésopotamienne a d'ailleurs tiré son nom de cunéiforme, et spatialement, par leur localisation dans la tablette à laquelle se substituera en Égypte et en Chine un calibrage systématique. Une des conséquences les plus remarquables de cette spatialisation est le fait que des documents anépigraphes peuvent avoir la même efficacité sociale que l'écrit. Ils éclairent un autre phénomène, occidental celui-là, mais dont la nécessité évidente n'apparaît que dans les civilisations de l'écrit non alphabétique, en particulier le Japon, le rôle du blanc dans l'écrit. C'est cette interdépendance du signe et de son support qui nous permet de comprendre à quel point l'idéogramme, premier signe d'écriture, est différent du signe tel que Saussure l'a défini, et dont le modèle est la lettre alphabétique. L'idéogramme est un signe que l'on interroge, exactement comme on interroge les intervalles d'une image. Sa spécificité que l'on retrouve dans les trois civilisations qui l'ont créé, la Mésopotamie, l'Égypte et la Chine, est de mettre à la disposition de son lecteur, du moins en principe. La pratique varie en effet selon les cultures, trois valeurs verbales différentes, de logogramme, de phonogramme ou de déterminatif. Le lecteur est maître de choisir, à partir du contexte spatial et sémantique où s'inscrit l'idéogramme, la valeur qui convient le mieux à sa compréhension du message. Seul l'alphabet grec a rompu avec ce système. De signe flottant qu'il était initialement, le signe écrit est devenu, pour la première et unique fois dans l'histoire, un code, en perdant toute relation de nécessité fonctionnelle avec son support. Les théoriciens occidentaux se sont référés à cet alphabet pour définir l'apparition de l'écriture comme répondant à un besoin social de conservation de la parole. Or, ce n'est certainement pas ainsi que les choses ont pu se passer. Pour qu'apparaisse l'écriture dans un groupe social donné, deux conditions étaient en effet nécessaires. Que la mutation de la communication graphique en système de signes visuels soit suffisamment élaborée pour que celui-ci puisse accueillir par translation ou transposition un système d'origine verbale, mais aussi que se manifeste dans le groupe social un besoin de communication spécifique, consistant à faire bénéficier l'univers du langage de ce qui relève par principe de celui de l'image, à savoir la transgression des frontières de la langue. C'est ainsi que les plus récentes analyses relatives à la diffusion de l'écriture en Mésopotamie ont fait apparaître que l'écrit n'y avait pas pour fonction, comme on le croyait jusqu'alors, de conserver dans des annales la mémoire des faits historiques, mais avant tout celle du nom de leur auteur, et que l'utilité réelle du texte écrit était d'autoriser l'échange de lettres entre des correspondants éloignés. En Égypte, en Chine, chez les Mayas, il apparaît d'autre part que l'invention de l'écriture est liée de façon étroite au caractère plurilinguistique de chacune de ces cultures. Mais il existe de multiples formules intermédiaires entre l'image ou la langue brute, et l'écriture qui les combine l'une à l'autre en phrases et en texte. Ces formules ne sont certainement pas dénuées de valeur cognitive. Simplement, elles laissent à la communication verbale sa pleine indépendance, sans chercher à l'absorber en elle dans une combinatoire unitaire mais en exploitant au contraire leur complémentarité fonctionnelle et symbolique. Le problème est que l'on ne sait pas sur la base de quels critères rendre compte de ces ébauches, puisqu'elles n'existent précisément que d'être inabouties, c'est-à-dire non systématiques et encore moins sémiotisables. L'expérimental, le contingent, variable selon chaque culture, est ce qui fonde leur existence. Il me semble néanmoins que les réinventions auxquelles les écritures institutionnelles ont donné lieu pourraient nous aider à élaborer ces critères. On pourrait dégager ainsi deux types des apostrophes indicateurs des apostrophes ébauches. Certains concernent le signe écrit lui-même. Dès lors que l'on envisage ce signe non plus sur le modèle saussurien, binaire et distinctif, mais sur celui à valeur flottante de l'idéogramme, toute métamorphose en cours d'une figure peut acquérir légitimement une valeur sémiotique pertinente. Ce qui est premier dans toute figure en effet, n'est certainement pas qu'elle réfère, mais qu'elle soit d'abord elle-même le résultat d'une mutation graphique, c'est-à-dire de l'acte non seulement technique mais culturel qui consiste à transformer une réalité observable, ou imaginable, en un tracé participant d'une surface, l'un et l'autre étant imprégnés par avance d'imaginaire social.
Une autre piste nous est proposée par la structure de l'idéogramme, et tout ce qui relève en elle du déterminatif, de la clé. Cet élément de composition verbale muette témoigne en effet, à l'intérieur du monde de l'écrit, de la permanence du processus par contraste simultané propre à l'image. Il ne faudrait pas oublier non plus ces multiples phénomènes de sursémantisation, que l'on considère d'ordinaire comme de simples effets décoratifs mais qui sont en réalité des appels au sens né de l'écrit, mais ne passant pas par le verbe, calligraphie, expressivité manuscrite, typographie. L'autre grand domaine à explorer est celui des parcours de la lecture, parce que c'est dans de tels parcours que se manifeste de la manière la plus pleine et la plus radicale l'autonomie de la communication visuelle par rapport à celle du discours, dont l'incarnation graphique idéale ne peut être que la ligne droite. L'exemple le plus révélateur d'une telle autonomie dans la civilisation de l'alphabet est celui de l'art de la mémoire. Né dans le cadre de la rhétorique, art du verbe s'il en est, il y transporte en effet des valeurs qui n'ont rien de discursif ou de logique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la mémoire sera éliminée de la rhétorique dès le XVIe siècle, alors que l'action, autre section de la rhétorique à vocation visuelle, s'y maintiendra parce qu'elle concerne la gestuelle qui accompagne et complète la parole de l'orateur. Le principe de la mémoire artificielle consiste à choisir mentalement un lieu que l'on a soi-même l'habitude de parcourir, et de disposer l'une à la suite de l'autre dans ces différentes pièces des figures censées représenter chacune un élément de sa démonstration. Cette pratique est une survivance évidente de l'écriture hiéroglyphique, dont les Grecs n'avaient plus la clé, mais dont ils avaient toujours le sentiment qu'elle avait gardé des liens essentiels et précieux avec la communication iconique. Les créations de cette sorte abondent au Japon. Un exemple particulièrement passionnant de cette richesse inventive est celui du frontispice d'un rouleau du XIIe siècle, le Heike no Kyo, qui pour nous faire lire la phrase « S'il y a une femme, à sa mort ici-bas », aussitôt dans le monde de la paix et de la joie elle renaîtra, mêle signes écrits, eux-mêmes de nature différente selon les cas, idéogrammes ou syllabaires, et figures ayant valeur de mots, la figure de la femme remplace le mot femme, et fait progresser la phrase non sur le modèle linéaire du discours, mais à travers un parcours qui lui-même mime l'ascension paradisiaque qu'elle évoque neuf. Bien évidemment, dans ce cas-ci, il ne s'agit ni de transcription, ni d'illustration, mais en quelque sorte d'un hommage rendu par l'image à une parole fondatrice. C'est pourquoi un tel hommage ne saurait être littéral. Il est construit à partir d'un choix conçu de telle sorte qu'il réserve à chacun des deux médias, celui des mots et celui des figures, son domaine spécifique d'autorité et d'efficacité. Il n'est pas indifférent que ce type de composition offre la même particularité que les fresques de Pechmerle, ou de Lascaux, celle d'associer sur un même support des éléments hétérogènes. Ce qui est premier en elle est qu'elle soit chargée elle aussi d'une fonction occulte et sacrée de communication transgressive avec l'au-delà, mais désormais l'écriture existe, et les hommes sont, ou se croient égaux des dieux. Chapitre 2. La graphématique africaine. Marcel Dickey-Kidiri. Introduction. Bien que L'Afrique soit un des plus vieux continents de L'écriture, celle-ci, quelle qu'en soit la raison, n'a pas occupé sur tout le continent la même place prépondérante qu'en Europe et en Asie. Aussi l'Afrique apparaît-elle aujourd'hui comme le continent par excellence de l'oralité. La grande majorité des langues africaines, dont on estime le nombre à environ 1800, n'est pas écrite, même si, grâce aux travaux des linguistes africanistes durant le siècle dernier, on peut dire aujourd'hui que toutes les langues africaines de quelque importance connaissent au moins une transcription écrite si ce n'est un système orthographique. Le rapport entre l'écriture et l'oralité demeure donc un sujet de réflexion important et actuel pour les langues africaines, qui passent progressivement à l'écrit. Chacun s'aperçoit que ce passage que nous qualifions globalement comme étant de l'oral à l'écrit, n'est pas à sens unique, mais comporte une forme de va-et-vient entre l'expression orale et l'expression écrite de la langue. L'écriture et l'oralité se révèlent comme deux modes d'expression relativement autonomes, dont les points communs ne sont justifiés que par l'unicité de la langue dont elles se réclament. La graphématique se propose d'étudier les unités minimales d'écriture, afin de mieux comprendre tout le fonctionnement de ce mode d'expression. Les unités élémentaires de l'écrit.
L'observation de nombreux systèmes d'écriture dans le monde a conduit à établir que les unités élémentaires de l'écrit sont essentiellement au nombre de 3. Le glyphe, le caractère et le graphème. Il convient donc de commencer par les définir et les décrire. Le glyphe. Un simple trait griffé sur un morceau de bois ou une tablette d'argile n'a pas plus de signification qu'une empreinte d'herbe ou une éraflure fortuite, à moins qu'il ne soit interprété par rapport à un système d'écriture. En effet, c'est dans le cadre d'un système d'écriture que les formes deviennent significatives de quelque chose d'autre. Une boule pourra alors être interprétée comme celle d'un A, d'un S, d'un E, d'une virgule, une apostrophe, un coup de glotte, etc. Et selon cette interprétation, un son ou un sens pourra lui être affecté. Il convient d'appeler glyphe un tracé minimal distinctif dans le cadre d'un système d'écriture. Un glyphe est donc une unité minimale de forme qui permet d'identifier un caractère, ou de le distinguer d'un autre. Certains caractères comme le I, le G, le sont composés de plusieurs glyphes tandis que d'autres, comme le M, le 4, la virgule, ne sont constitués que d'un seul glyphe. Dans ce dernier cas, le glyphe se confond avec le caractère alors que celui-ci représente déjà un niveau d'articulation supérieur. On a rarement cherché à donner des noms aux glyphes, mais si on voulait le faire, on se résoudrait à des noms descriptifs comme le point, la griffe, le trait, la courbe, le crochet, le cercle, le carré, la demi-lune, etc. Cependant, les glyphes qui servent de diacritiques sont généralement nommés cédille, caron, tréma, circonflexe, accent aigu, accent grave, etc. Voici quelques exemples de glyphes. Figure 1. Glyphe latin. La liste ci-dessus n'est évidemment pas exhaustive. Loin de là. On trouve des glyphes similaires dans de nombreux systèmes d'écriture, en particulier chez ceux qui reposent sur la combinatoire d'un nombre limité de signes. Certains glyphes comme la griffe ou le trait peuvent être positionnés diversement dans l'espace, et chacune de ces positions conditionne leur interprétation en tant que caractère ou élément constitutif d'un caractère alors que leur tracé reste fondamentalement le même. Voici quelques exemples de glyphes en écriture NKO 10. Figure 2. Glyphe NKO. Le caractère. Le caractère est en effet l'unité minimale d'écriture à laquelle on peut associer un élément du langage oral tel qu'une unité prosodique, tonème, intonème, ponctuation, une unité phonique, voyelle, consonne, syllabe, une unité conceptuelle, chiffre, idéogramme, séparateur. La liste des caractères d'un système d'écriture donné peut être constituée indépendamment d'une langue particulière. Dans ce cas, la valeur langagière que l'on peut attribuer au caractère est à considérer comme une valeur conventionnelle par défaut. Les 26 lettres de l'alphabet du français, tout comme les 22 lettres de celui du sungo, ne comportent pas la totalité des caractères requis pour écrire chacune de ces deux langues. Il faudrait y ajouter toutes les lettres accentuées, les chiffres, les signes de ponctuation, les séparateurs apostrophes, parenthèses, crochets, guillemets, les barres, les tirets, les traits, etc., les ligatures, esperluettes, dans l'eau, etc., les puces, les symboles monétaires et graphiques, livres, euros, dollars, arrobase, croisillon, degrés, etc., et bien d'autres encore si l'on tient compte des besoins des métiers de la presse et de l'édition. Monoglyphe et polyglyphe. Il est donc clair que l'on dispose de deux ensembles de caractères. Un premier ensemble comporte des caractères faits d'un seul glyphe comme par exemple A, B, C, esperluettes, I, 4, arrobase, etc. Et un second ensemble comportant des caractères composites réalisés en associant deux ou plusieurs glyphes comme par exemple I, J, et A1, E tréma, dans la, dans l'eau, etc. Les caractères composites ne sont pas le résultat d'un rapprochement occasionnel entre deux glyphes, mais il s'agit bel et bien d'une association permanente et significative, c'est-à-dire liée à une valeur langagière comme c'est le cas pour tous les signes identifiés comme caractères. Nous qualifions ces caractères composites de polyglyphes, et nous qualifions de monoglyphes les caractères constitués d'un seul glyphe. Il convient de souligner fortement que la valeur langagière associée à un caractère n'est ni universelle ni univoque. Elle peut varier dans une même langue et encore davantage si l'on passe d'une langue à l'autre. Il demeure qu'il n'y a pas de caractère, s'il n'y a pas de valeur symbolique langagière associée à la forme, glyphe ou ensemble de glyphes qui symbolise le caractère. Dans les deux tableaux ci-après, on peut comparer les caractères monoglyphes figure 3 et les caractères polyglyphes figure 4.
Ce sont des caractères à diacritiques séparés, mais ce dernier peut être collé au glyphe de base et donne un caractère composite ayant l'aspect d'un symbole unique. C'est que l'écriture Nkao, créée en 1954 par le Guinéen Souleymane Kanté, est très fortement inspirée des systèmes d'écriture arabe et latin. Figure 3, caractère monoglyphe Nkao. Figure 4. Caractère polyglyphe Nkao. En Nkao, c'est aussi avec des diacritiques suscrits que l'on note les tons sur les voyelles, confère figure 5, colonnes 1 et 3, et un point souscrit que l'on marque leur nasalité, confère figure 5, colonnes 2 et 4, il en résulte des caractères polyglyphes présentés ci-dessous. Figure 5, autre caractère polyglyphe Nkao. En écriture tifinagh, plusieurs caractères monoglyphes comme le cercle servent de base à la formation de caractères polyglyphes comme le montrent les rapprochements de la figure 5 ci-après. Figure 6, exemple de caractères monoglyphes et polyglyphes tifinagh. Il s'agit là d'échantillons donnés à titre indicatif, pour illustrer l'étude des caractères simplement à partir de leur forme sans préjuger en aucune façon des valeurs langagières associées à chacun de ces caractères. Orientation spatiale. De même que l'interprétation d'un point est différente selon qu'il est souscrit, circonscrit ou suscrit à un caractère de base, de même un même glyphe peut donner des caractères totalement différents simplement en étant orienté de façon différente. Ainsi un H renversé n'est plus un H, mais une autre lettre. Ce principe qui est largement exploité en transcription phonétique, l'est aussi en écriture tifinagh. Nous n'en donnerons qu'un exemple avec les caractères suivants. Figure 7, orientation différente, caractères différents. Exemple tifinagh. Le graphème. Le graphème est l'unité minimale d'écriture d'une langue dans le cadre d'un système orthographique. Un graphème peut donc coïncider complètement avec un caractère, et donc avec un glyphe, si l'on s'en tient uniquement à sa forme. Ainsi, le graphème K coïncide avec le caractère K qui note le phonème K qui se prononce toujours par le son K dans la langue Sengo. Monographe et polygraphe. Nous dirons que le graphème K est monographe, car il s'écrit avec un seul caractère. Un graphème monographe peut très bien s'écrire avec un caractère polyglyphe, comme dans T, J, AETC, lorsqu'ils sont considérés à ce niveau d'articulation. Le fait que le caractère soit polyglyphe ne fait pas du graphème une unité polygraphe. Un graphème est dit polygraphe lorsqu'il s'écrit avec l'association de plusieurs caractères et cela dépend du système orthographique. Ainsi, le même son C que l'on transcrit aussi phonétiquement par un digraphe TF est écrit TSH en lingala, sans siluba, Tch en basaa, Taille en Sengo, DSCH en allemand, Tch en français et CH en anglais. On prendra soin de noter qu'une phonétique fine distinguera C de TF, mais bien rares sont les langues qui les distinguent vraiment. Il nous suffit de relever que dans le premier cas, on se sert d'un graphème monographe constitué d'un caractère polyglyphe, et que dans le second cas, on utilise un graphème polygraphe, en l'occurrence un digraphe composé de deux caractères monoglyphes, tout comme en basaa, en Sengo et en anglais. En siluba, on utilise un graphème monographe constitué d'un caractère monoglyphe, tandis qu'en français et en lingala, on a recours à des graphèmes polygraphes, notamment des trigraphes. L'allemand est le seul à recourir à un graphème polygraphe de type quadrigraphe. Allographe. Bien que toutes ces langues utilisent le même alphabet latin étendu, elles ont chacune un système orthographique différent dans lequel chaque graphème trouve sa logique tout en renvoyant globalement au même son. On peut donc considérer ces différents graphèmes comme des allographes entendus comme des graphèmes équivalents représentant une même valeur langagière. Il s'agit là de solutions alternatives que peuvent exploiter les concepteurs de systèmes orthographiques pour résoudre des questions de cohérence et d'économie du système en fonction des langues sur lesquelles ils travaillent. On trouve également des allographes dans un même système orthographique, comme en français et EF dans clé et clé. Cependant, cette langue présente de nombreux allographes qui ne sont pas substituables les uns aux autres, comme par exemple il et i de piller et payer respectivement, ou encore chi, s et s. Des règles orthographiques régissent l'emploi des allographes dans une même langue. Dans les langues africaines, on observe fréquemment des graphèmes transcrits avec plusieurs caractères comme en Sengo, les prénasalisés notés MB, MV, ND, NG, NGB, les palatales NY, Senkyu,
Dry. Ces derniers correspondent aux sons notés en français par GN, TCH, DJ, respectivement. Du point de vue de leur valeur langagière, les graphèmes représentent très souvent des sons articulés et des phonèmes, mais ils peuvent représenter aussi des morphèmes, des mots, des concepts, voire jouer un rôle purement discriminant pour désambiguïser à l'écrit ce qui n'est pas toujours aisé ou nécessaire de distinguer à l'oral. C'est en particulier le cas pour les graphèmes signalétiques, les signes et symboles mathématiques, les symboles techniques, etc., qui font partie intégrante des systèmes de communication écrite utilisés dans le monde de l'écrit. Enfin, dans certains cas, des abréviations de mots aboutissent à des graphèmes, comme Saint pour Saint, mais pour maître, M degré pour métro, copyright pour copyright, C degré pour compagnie, commercial, numéro pour numéro, etc. Dans un système d'écriture comme l'arabe ou le nkao, qui exploite très largement la cursivité entraînant ainsi la liaison de toute la chaîne écrite d'un mot ou d'un groupe de mots, il est encore possible de distinguer un graphème polygraphe dans la chaîne écrite dans la mesure où celui-ci résulte d'une combinatoire régulière apprise. Figure 8, exemple de graphème polygraphe contextuel en nkao. Graphème polygraphe ou caractère polyglyphe. On peut parfois avoir à décider si l'on est en présence d'un graphème polygraphe ou d'un caractère polyglyphe. Il faut alors se rappeler de ce qui distingue ces concepts fondamentaux. D'abord, le caractère polyglyphe est composé de glyphes, donc de tracés qui ne sont pas utilisés isolément comme des caractères. Les glyphes servent ici uniquement à distinguer les caractères ainsi composés, tandis que les graphèmes polygraphes sont composés de caractères qui peuvent fonctionner isolément par ailleurs. L'ancien égyptien nous donne de nombreux exemples de caractères polyglyphes, confère figures 9 et 10, et de graphèmes polygraphes, confère figure 12. Nous en donnons quelques exemples ci-après. Figure 9, caractères polyglyphes égyptiens. Les 5 caractères bras ci-dessus se distinguent par la position de la main et ce qu'elle tient quand elle tient quelque chose. Ni la position de la main, ni ce qui est tenu ne constituent un caractère à part et surtout ils n'ont de sens que par rapport au reste du caractère auquel ils sont étroitement associés. Nous sommes dans le même cas de figure que la différence entre et tréma et quelles que soient les valeurs langagières de chacun de ces caractères égyptiens. Il s'agit bien là de caractères polyglyphes, même si les glyphes ne sont pas discontinus. Ce principe de formation de caractères polyglyphes est largement utilisé pour des personnages qui dans une même posture se distinguent par la position de leurs bras ou une barbe postiche, ou encore des détails vestimentaires. Figure 10, autres caractères polyglyphes égyptiens. Pris isolément, chacun des personnages pourrait être un caractère monoglyphe. Mais replacé dans une série, il devient clair que ce caractère partage avec d'autres une partie commune permanente et se distingue d'eux par une autre partie propre à chacun. Ce sont donc bien des caractères polyglyphes. Il en est de même pour les caractères mayas de la figure 11 ci-après. Figure 11. Caractère polyglyphe maya. Voyons maintenant la différence avec un graphème polygraphe, où chacun des composants n'est pas un glyphe mais un caractère à part entière. Figure 12, graphème monographe et polygraphe égyptien. Utilisation systématique des caractères polyglyphes. L'écriture éthiopienne nous donne un exemple très clair de l'utilisation systématique de caractères polyglyphes, qui sont en l'occurrence associés à des valeurs langagières syllabiques. Un nombre limité de glyphes discriminants est employé systématiquement pour modifier un caractère de base et générer ainsi un nouveau caractère polyglyphe supportant une syllabe particulière. La première ligne de la figure 13 en donne la clé, et les autres lignes en donnent les exemples d'application. Figure 13, l'écriture éthiopienne. Les caractères de base, monoglyphes, sont présentés dans la première ligne verticale de chaque colonne. Les autres sont les caractères polyglyphes générés. Les formes de l'écrit de l'image au caractère. Pictogramme, pictographe, hiéroglyphe. Nous appelons pictogramme tout dessin stylisé ou non représentant ou symbolisant un objet ou un personnage. Les armoiries des rois d'Abomey sont des pictogrammes. Chacun d'eux symbolise la devise du roi auquel il appartient et peut être décodé et expliqué comme un proverbe. Ainsi en est-il des pictogrammes qui ornent les jetons du jeu Abia, au Cameroun. Chacun d'eux est censé encoder un proverbe ou un message que seul un connaisseur peut décoder en situation de jeu.
Mais aucun de ces pictogrammes n'est utilisé comme élément d'écriture pouvant encoder d'autres messages dans d'autres contextes. Figure 14a. Collection de jetons Abia du Cameroun. L'art africain foisonne de motifs décoratifs et de symboles de tout genre, qui auraient pu donner naissance à des jeux de caractères dans un ou plusieurs systèmes d'écriture. Mais force est de constater que tous les pictogrammes africains ne sont pas des graphèmes, et que les magnifiques pagnes qui en sont décorés ne représentent pas des textes. Figure 14b, structure décorative non scripturale. Bien que l'on puisse distinguer nettement quelques caractères nosibidi dans le pagne ci-dessous, figure 14b, l'ethnolinguiste ne peut y voir un texte puisque l'ensemble des signes ne constitue qu'un champ lexical. L'ethnologue n'y voyait qu'un ensemble de symboles choisis et ordonnés pour leur valeur esthétique, donc une composition purement décorative. Pourtant le porteur du kara a commandé son pagne selon des critères de choix très précis et un ordonnancement unique qui correspond à son identité, à son grade dans la société EKPE accent aigu, à l'histoire de sa famille. De ce fait, aucun ukara ne ressemble à un autre. L'ukara sera conservé après la mort de son propriétaire et la famille y lira l'histoire du disparu, voir chapitre 13. Des images taxinomiques comme celle de la figure 15 ci-après, peuvent très bien être utilisées comme des caractères dans un système d'écriture à pictogrammes comme les hiéroglyphes. Encore faut-il qu'elles aient été dûment attestées dans ce rôle, sans quoi, elles ne peuvent être considérées que comme des éléments décoratifs lorsqu'elles entrent dans la composition d'un tableau. Figure 15. Taxinomie sans écriture. Il existe bien entendu des systèmes d'écriture qui utilisent des pictogrammes pour représenter des sons, des mots, des notions grammaticales, et qui les combinent de différentes façons pour exprimer des messages dans divers contextes. Dans ce cas, nous réservons le terme de pictographe pour désigner ce type de pictogramme. Les hiéroglyphes égyptiens sont donc des pictographes, tout comme les graphèmes de l'écriture maya. Le mot hiéroglyphe désigne traditionnellement les caractères égyptiens. Nous réserverons donc l'usage de ce mot pour désigner exclusivement les pictographes de l'antique Égypte. Évolution et variation des formes des caractères. La limite entre la reproduction réaliste d'une image et le tracé d'une lettre n'est pas toujours aussi nette qu'on pourrait le croire. Il suffit d'examiner une collection de textes en hiéroglyphes pour s'en rendre compte. Figure 16. De l'image au caractère. Dans le système d'écriture égyptien, l'image la plus réaliste, voire de nos jours une photographie, peut recevoir un statut de caractère en étant associée à une valeur langagière phonémique comme M, conceptuelle comme mer ou syllabique comme geb. De l'image réaliste à l'image stylisée qui donnera la forme finale d'un caractère cursif en démotique, il n'y a pas de changement de statut, mais simplement une évolution dans la forme du caractère. Cette variation dans les formes va cependant déterminer différents styles dans ce même système d'écriture à la fois en fonction du type de support et de l'effet esthétique recherché. En effet, la version monumentale, peinte ou sculptée, de cette écriture montre de façon tout à fait saisissante combien chaque hiéroglyphe est une représentation réaliste d'un objet naturel, représentation parfois poussée dans les moindres détails comme les fibres d'une corde torsadée ou les plumes d'un oiseau. Dans ce style, le système d'écriture ne permet pas une écriture rapide et cursive. Le scribe qui recopie des prières sur un papyrus funéraire ou un sarcophage n'a pas devant lui l'espace d'une muraille. Il utilisera donc des hiéroglyphes plus sobres, plus stylisés permettant une écriture plus serrée ou plus cursive, mais où les objets naturels seront encore aisément identifiables pour un œil exercé. D'autres activités conduiront les scribes à adopter des formes d'écriture rapide qui, évoluant avec le temps, aboutiront plus tard aux trois grandes tachygraphies que sont le hiératique anormal et le démotique. Le fait qu'une même écriture puisse utiliser des formes différentes pour un même caractère est un phénomène courant, mais pas forcément universel. L'écriture latine que nous utilisons aujourd'hui reconnaît bien 4 formes de base à chaque lettre. La majuscule et la minuscule d'imprimerie d'une part et la majuscule et la minuscule manuscrite d'autre part. L'écriture arabe reconnaît aussi 4 formes basées sur la position des caractères. En isolation, en initiale, en milieu de mot et en finale. Mais il n'y a rien de tel pour les caractères éthiopiens ainsi que toutes les écritures inventées en Afrique de l'Ouest, Vaï, Nsibidi, Bamin, Massaba, Nkao.
Figure 17. Les 4 formes de base des caractères latins. Figure 18. Les 4 formes des caractères arabes. Etc. Les fioritures, creux, reliefs, inclinaisons, barbes, sérifs, hachures, couleurs, etc., et les enrichissements, gras et italiques, contribuent à multiplier à l'infini les formes des caractères qui deviennent des créations artistiques, rappelant ainsi leur côté iconique. La recherche artistique conduit à la calligraphie et engendre un équilibre proportionnel harmonieux entre les formes des différents caractères qui intègrent un même système d'écriture. Ainsi naissent des ensembles de caractères ayant un air de famille que l'on appelle des polices. Une même police peut contenir un nombre de caractères plus ou moins grand. Par exemple, le français utilise un alphabet de 26 lettres tandis que le Sengo n'en utilise que 22. On appelle jeu de caractères l'assortiment des caractères retenus pour écrire une langue donnée. On peut donc avoir plusieurs jeux de caractères dans une même police, certains jeux pouvant être plus riches que d'autres. On peut donc définir une police de caractères comme un groupe de jeux de caractères qui partagent les mêmes traits artistiques quant à leur aspect, même fioriture, même proportion. Les systèmes d'écriture. Un système d'écriture est défini par l'ensemble des jeux de caractères assortis et les règles de leur combinatoire. Ainsi, les systèmes d'écriture latins, chinois, tamoul, arabe, éthiopien, égyptien, tifinagh, nkao, sont tous différents en raison de ces 2 critères. Ils mettent en œuvre des jeux de caractères radicalement différents, donc non assortis, et avec des règles de combinatoire différentes. Par contre, on ne peut pas considérer l'apostrophe écriture gothique comme un système d'écriture distinct de la latine. Il s'agit là plutôt du résultat de fioritures artistiques sur la forme des caractères latins. La formation artistique des caractères donne lieu à des polices différentes, Times, Courrier, Arial, Garamond, Bodoni, etc., qui font toutes partie d'un même système d'écriture. Outre ces 2 critères fondamentaux que sont les jeux de caractères et leurs combinatoires, les systèmes d'écriture sont également caractérisés par leur rapport à l'espace. Le latin privilégie l'orientation linéaire de la gauche vers la droite, tandis que l'arabe et le nkao privilégient l'orientation inverse droite-gauche. On sait que le chinois s'écrit aussi bien de gauche à droite que de haut en bas. L'ancien égyptien présente une exploitation plus complexe de l'espace. En effet, la lecture linéaire se fait toujours en venant au-devant des caractères représentant des êtres vivants, animaux et humains, dont le profil est toujours orienté du même côté. Ainsi, lorsque ces figurines sont orientées à droite, le texte se lit de droite à gauche. Lorsqu'elles sont orientées à gauche, le texte se lira de gauche à droite. Figure 19, orientation à gauche, texte à lire de gauche à droite. Figure 20, orientation à droite, texte à lire de droite à gauche. En outre, quelle que soit cette orientation, le texte peut s'écrire de haut en bas et donc se lire simultanément de haut en bas tout en tenant compte de l'orientation des figurines. Figure 21, écriture verticale avec orientation à gauche. Enfin, à l'intérieur d'un mot, les lettres qui le composent sont souvent disposées comme dans un carré afin de présenter la composition la plus harmonieuse possible. Ainsi dans le nom propre ci-dessous, figure 22, les caractères superposés se lisent de haut en bas alors que la ligne se lit de gauche à droite. Nous qualifions cette propriété d'écriture sinusoïdale, qui induit en conséquence une lecture également sinusoïdale. Figure 22. Écriture sinusoïdale avec orientation de gauche à droite. Les systèmes d'écriture et les langues. Un même système d'écriture peut servir à écrire des langues très différentes. Et s'il arrive qu'un système d'écriture donné ne permette pas de représenter de façon satisfaisante certains phonèmes d'une langue, c'est que le jeu de caractères conventionnel utilisé par ce système d'écriture n'est pas assez riche pour cette langue. Pour y remédier, on choisit généralement d'ajouter des caractères supplémentaires à ce système en respectant au maximum l'harmonie des formes et des combinatoires, afin de préserver l'équilibre du système d'écriture. Et c'est très souvent ce qui se passe avec les langues africaines qui utilisent l'écriture dite latin étendue, notamment avec les jeux de caractères définis par les normes ISO 8859-1 à 14, ou bien par la nouvelle norme unique ISO 10646 Unicode, appelée à les remplacer toutes. C'est aussi le cas pour les langues qui ont été écrites avec le système d'écriture arabe, des langues comme le malgache, le peul, le haoussa,
le Kiswahili, etc. Pour être exact, Unicode est tout simplement une table qui attribue un code informatique unique à chaque caractère attesté dans un système d'écriture existant, quel qu'il soit. On dit alors que le caractère en question est défini ou encodé dans Unicode. À ce jour, tous les systèmes d'écriture ne sont pas encore intégrés à ce standard universel de définition de caractères. Une application du latin étendu, l'afro-romain. Les créateurs de la police afro-romain, confère figure 16, affirment que ce jeu de caractères permet d'écrire près de 1500 langues africaines quand bien même ces langues-là ne sont pas encore toutes écrites. Figure 23, la police afro-romain. Voici 1270 langues bantoues, que l'on pourrait écrire avec l'afro-romain. Aandonga, Ababwa, Abaluya, Abo, Adia, Ajumba, Aduma, Akuz, Akwa, Altsuaeli, Amakosae, Amba, Ambo, Amu, Angba, Angola, Anjoan, Apinji, Aramanique, Oeso, Ooti, Bakup, Baamba, Babira, Basenga, Bajia, Bafia, Baololo, Bailondu, Bezo, Bajel, Baju, Bakel, Bakia, Bakonjo, Bakosi, Bakuba, Bakweri, Bakum, Bakundu, Bakwele, Bakweri, Bakwiri, Balega, Balez, Bali, Balom, Balong, Baluba, Balundu, Baluya, Bambuba, Bamenya, Bamitaba, Banen, Bangala, Bango, Bangu, Bankon, Bankundu, Vaninville, Banu, Banyamwezi, Banyari, Bapoko, Barotseland, Baruba, Baza, Basakata, Bazinza, Bazutolan, Batanga, Bati, Bozi, Bayambayei, Baziba, Bazinza, Bebele, Bechuana, Bichuan, Bekfibemba, Dembe, Bena, Band, Be, Benga, Benge, Bengela, Beo, Berl, Bezimbi, Biiza, Bimbia, Binji, Bira, Biza, Boboa, Bobangi, Bob, Bode, Bogongo, Bolia, Bolo, Boloki, Boma, Bombombo, Bomboko, Bomwali, Bondei, Bongili, Bongiri, Boni, Bonkeng, Bundei, Botatoué, Bregu, Bub, Bubi, Budia, Bugabou, Bujizu, Buja, Buka, Bukaneli, Bukuzu, Bulu, Buluba, Buma, Bungu, Buru, Burundi, Burunj, Burungi, Bushong, Bushonga, Buzong, Bu, Bayi, Bevanuma, Buela, Bwende, Bwiti, Sekongo, Kabinda, Kafers, Kafra, Kafraria, Kafr, Kaga, Kambinda, Kaprivi, Setiwayo, Sewa, Shaga, Shazu, Shewa, Shibemba, Shigogo, Shikaranga, Chiluba, Shimanitsa, Shimuini, Shindo, Chinzenga, Shinyanja, Shipogoro, Shizena, Chizwina, Kitonga, Shiao, Shizigula, Shokweshop, Chwana, Shuka, Shwana, Sibemba, Sinamukuni, Siko, Sindao, Sinenedu, Sinyanja, Chokwe, Siruri, Sitonga, Siaoko, Kokwekol, Koni, Kopi, Kwabo, Kwambo, Dabida, Dezo, Damaraland, Desiriku, Degama, Denge, Daiso, Digo, Dikishiner, Dinga, Jaga, Janti, Jok, Dorobo, Douala, Duma, Dualia, Duma, Duruma, Diumba, Zalamo, Zinza, Zing, Eolo, Congo, Yans, Ebuja, Edia, Educom, Efe, Elgon, Elgoni, Elisabeth Filembo, Ambu, Ena, Ando, Enkel, Ensayo, Senya, Eton, Ewodi, Ewondo, Fafayom, Fak, Fang, Fanv, Fio, Fiot, Fipa, Foma, Fuliro, Fuluka, Fumu, Fenika, Gabun, Galois, Ganda, Big Bill, Gese Eriku, Gekoyo, Genia, Gesogo, Gikuyu, Jiryama, Gishu, Jizu, Jitonga, Gogo, Gua, Gungu, Gunu, Gusi, Guzi, Guamba, GWE, Gueno, Guer, A, vous, Adimu, Adza, Adzapi, An, Ayaka, Amba, Mbukushu, Anga, Angasa, Aosalt, Aya, El Pemba, Nga, Herero, Ima, Inde, Inzwa, Inswan, Lonipa, Olo, Olu, Otintoten, Wana, Uku, Umba, Umbe, Unde, Ungana, Ungu, Idzing, LFUMU, Aigrama, Langiro, Ianjiro, Ikikoma, Ikorovere, Ila, Ilamba, Imakwani, Inamuanga, Inkwadi, Inamban, Inyela, Inkongo, Iran, Irangi, Izigama, Izikula, Iziksoza, Izizulu, Aisubu, Iswainiwa, Jond, Jinja, Jita Kwaya, Jonvu, Juba, Jur, Kaalong, Kabwari, Kafur, Kafern, Kafir, Kafrarian, Kafir, Kagulu, Kaguru, Kae, Kaombo, Kaond, Kaka, Kakete, Kako, Kal, Kalanga, Kalenjin, Kamanga, Kamba, Kambadiungan, Kamelilo, Kami, Kampala, Kande, Kangana, Kanyoka, Kanyok, Kanyoka, Kaond, Karagwe, Karamoja, Karamojong, Karanga, Karimoj, Kasai, Kasai, Katanga, Koma, Kavango, Kavirondo, Kela, Kele, Kereb, Kerewe, Kezakata, Kete, Kegalagadi, Kajeatla, Kalaksadi, Koe, Kumbi, Kiamu, Kibangi, Kibwazo, Kiga, Kigala, Kie, Kio, Kiolu, Kionde, Kikamba, Kikami, Kikemba, Kikeru, Kikongo, Kikuyu, Kikwaya, Kilega, Kilima, Kilolo,
Kiluba, Kimakonde, Kimatengo, Kimatumbi, Kimatuumbi, Kimbu, Kimbugu, Kimbundu, Kimeru, Kimuita, Kinamwezi, Kinand, Kindiga, Kinga, Kingoni, Kingwana, Kinyasa, Kinika, Kinilamba, Kiniramba, Kinjarwanda, Kinyamu, Kinyamwezi, Kinyarwanda, Kinyaturu, Kipangwa, Kipar, Kipokomo, Kipsiji, Kirimi, Kirundi, Kisanga, Kishambala, Kisi, Kisiba, Kisiba, Kisayo, Kisiya, Kisi, Kisonge, Kisiukuma, Kizu, Kiswahili, Kisukuma, Kisutu, Kiswahili, Kitabu, Kitata, Kitek, Kitiku, Kituba, Kyunguya, Kivumba, Kivunyo, Kiansi, Kiyei, Kizaramo, Kizigwa, Kizigula, Kizimba, Kiamtwara, Kianya, Kianya, Klank, Koko, Kololo, Kombe, Komo, Komoro, Konabem, Konabembe, Konde, Kongo, Kongola, Konjo, Konzo, Koza, Korkor, Koria, Kota, Koyo, Kapa, Kuba, Kukwa, Kukwe, Kulia, Kumu, Kunda, Kunde, Kuni, Kuria, Kuzu, Kutswe, Kutu, Kuverenga, Kwakum, Kwala, Kwambi, Kwangali, Kwangari, Kwangwa, Kwanyama, Kwaya, Kwena, Kwesk, Sacha, Kiamutwara, Kyopi, Ladi, Lali, Lala, Lalia, Lamba, Lambia, Lambia, Lamou, Lange, Langui, Lo, le BO, Lega, Lélé, le Mande, Lemba, Lemvien, Lange, Lengola, Lénier, Lésé, Likoma, Limi, Lingala, Lingombe, Lingya, Lituto, Loango, Lobala, Lobédu, Logoli, Loi, Lokele, Lokwalo, Lombi, Lombo, Lomongo, Lomongo, Lomoé, Londo, Lonkundo, Lontomba, Lotuko, Lotukso, Luyi, Lodzi, Luba, Lubakasai, Lubakatanga, Lubumbashi, Luchazi, Luena, Luganda, Luya, Luimbi, Lujazi, Lukuba, Lulok, Luloa, Luluya, Lumasaba, Lumashaba, Lumazala, Lumbu, Lumko, Lumongo, Luna, Lunda, Lundu, Lungu, Lunkundu, Lunyankole, Lunyol, Lunyoro, Luziba, Luval, Luvenda, Luyana, Luyi, Luya, Luankamba, Luena, Maa, Mabia, Makeim, Macheim, Maelezo, Maungwe, Pakaa, Makalaka, Makonde, Makwa, Malela, Malila, Malimba, Mambwe, Mamvu, Mamu, Manda, Mandi, Manenguba, Mangala, Manganya, Mangbetu, Manjiza, Mansu, Manika, Marangu, Maravi, Marol, Mashaba, Machi, Mashona, Mashonaland, Matabel, Matengo, Matumbi, Mavia, Mawiya, Mahama, Mbala, Mbamba, Mbangala, Mbangwe, Mati, Mbene, Mbesa, Mbet, Mbiem, Mbimu, Mbo, Mboshi, Mboko, Mbole, Mbomotaba, Mbong, Mbozi, Mbo, Mbuba, Mbudza, Mbugu, Mbugwe, Mbukushu, Mbunda, Mbundu, Mbunga, Mbun, Mbwela, Mbwera, Mdeldol, Mejim, Mero, Meroe, Meru, Metoko et Mefinu, Mfununga, Miini, Mindumbu, Mitsogo, Mituku, Miwita, Mietchina, Mkalama, Mambasa, Mongo, Mkundo, Morija Moshi, Moziro Motsosha, Mpesa, Mpianga, Mpiemo, Mpiempo, Mpongui, Mpongwe, Mpoto, Mpumpu, Mpuno, Mpuono, Mpur, Mrima, Mtangata, Mudazu, Mulimba, Muluba, Mungaka, Musieno, Mvel, Mvumbo, Mwali, Mwamba, Mwanga, Mwant, Mwantiavu, Mweni, Mwera, MW Itni, Mien, Nbob, Nkogo, Nsagara, Naka, Namen, Namibia, Namwanga, Namoezi, Nandi, Kipsiji, Nano, Nata, Natal, Naval, Ndali, Ndamba, Ndao, Nbel, Ndembo, Ndenjreko, Ndolo, Ndonde, Ndonga, Ndongan, Ndongo, Ndumu, Ndungan, Ndumo, Nzinziu, Nmongo, Nen, Ngamiland, Ngando, Ngandura, Ngangela, Nger, Ngaza, Ngayaba, Ngazidia, Ngazia, Nji, Ngelima, Njindo, Ngiri, Ngola, Ngom, Ngombe, Ngondi, Ngoni, Ngorem, Ngoro, Ngulu, Ngumba, Ngumbi, Ngungulu, Ngungwel, Nguni, Ngunital, Ngurimi, Ngu, Ngwatu, Ngwele, Nika, Nilamba, Nilo, Niramba, Njabi, Nyaro, Niem, Njinga, Ninji, Nkanga, Nkangala, Nkole, Tenkomi, Nkor, Nkozi, Nkoya, Nkuku, Nkundo, Nkutu, Nou, Noko, Non, Nzenga, Ntomba, Nsuo, Ntu, Ntumba, Nunu, NW Mongo, Nyabungu, Nyakuesa, Nyala, Nyali, Nyambo, Nyamwezi, Nyaneka, Nyanga, Nyanja, Nyankor, Nyari, Nyasa, Nyatur, Nyaturu, Nyavezi, Nyembezi, Nyengo, Nyeri, Nyanika, Nisha, Nyol, Nyor, Nyoro, Nyuli, Nyung, Nzebi, Nzwni, Bobi, Okande, Oli, Olukiga, Olumbali, Olumuila, Olenkumbi, Olusamia, Olushiza, Olusotso, Omaange, Ombo, Mpango, Orungu, Orusian, Oshik, Oshikwandrama, Oshikwanyama, Oshindonga, Oshindongan, Oshiwambo, Osikwandrama, Osindonga, Oji Herero, Ojike, Ovambo, Owambolan, Pal, Pe, Pand, Pingwa, Pangwe, Par, Pedi, Pekot, Pemba, Penda, Pand, Per, Peri, Peta, Pfokomo, Femba, Fenda, Puti, Pienar, Pimbwe, Pindi, Penkot, Podzo, Pogolo, Pogoro, Pok, Pokomo, Pokot, Pol, Pomo, Ponda, Pondo, Pongo, Pongwe, Peo, Poto, Puisagno, Puku, Pukunsu, Pulana, Punu, Pygmé, Kalakzarzi, Keliman, Quimbundo, Rabai, Ragoli, Ranji, Rega, Rémi, Resumo,
Ni Rombi Ronga Rongo Rori Rwanda Rusiga Rufiji Ruganda Ruguru Uri Rukiga Rundi Rungu Rungwa Runyankole Runyankor Runyoro Rori Ruza Ruand Ruund Ruziba Rwanda RWO Escogo Escongo SE Bua SE Congo Soto Samia, Sabaki Safwa Sagala Sakanya Sakata Salampasu Sama, Sambaolu Samba Sambezi Sanga Sango Sangu Sanjo Sankuru Sanye, Saraka Sarufi Shambala Sebob Sechwana Sechuna Sechwana Sekoana Sekwana Sejeju Sejeju, Sekiani, Sena Senga, Senjeju, Sangel Sepedi, Sese, Sesoto Sesuto Setsuana Setswana Sheikh, Shamba Shambala Shangan Shangana Shango Shape Shashi Shitswa Sheke Shengwe Shira Shironga Shitonga Shitronga Shona Shu Shuna Sichwana Sikololo Silodzi Silui Sima Simbunda Simbundu Sinai Sanbel Sinya Sinji Sira Sironga Siska Siswati Sosoeli Sofala Soga Sokili Soko Soli Songa Songe Songo Songola Songomeno Sonjo Sonyo Soto Subiya Suaeli Subi Subia Subia Suka Sukuma Sumburu Sumbwa Suomale Sutu Suto SW Bob Swahili Swaka Swati Swazi Sian Taabwa Taita Tambo Tatoga Taturo Taturu Taveta Teb Tebel Teshkali, Tek, Tembo, Tand, Tepes, Ternuren, Tervuren, Tet, Tetela, Tet, Tagiku, Tanodi, Taraka, Telenian, Tlalosa, Tanga, Tuto, Tiene, Tiku, Tindiga, Tio, Jikalanga, Jipeletana, Tonga, Tongo, Tongwe, Topok, Torobo, Totela, Tsaangi, Tsai, Chiluba, Chivenda, Tsi, Tsiluba, Tsogo, Tsolo, Tsonga, Tsotso, Tsumba, Teswa, Teswana, Tubeta, Tugulu, Tuki, Tukulu, Tukungo, Tumbatu, Tumbuka, Tunen, Tungu, Turumbu, Mbangala, Umbundu, Unjamwezi, Unyanyembe, Urund, Usambara, Uzaramo, Vanda, Vidunda, Vili, Vinza, Vumba, Vungo, Vuvulavuri, W-Kele, W-Congo, W-Kundu, W-Yanzi, W-Makwa, Wae, Wakami, Wakininga, Waluguru, Wambo, Wambugu, Wando, Wanamwezi, Vanda, Wandia, Wanji, Wankuchu, Wapogoro, Wasegeju, Wasukuma, Wataturu, Vatindega, Wel, Wemba, Vesen, Wiza, Wongo, Wumbu, Wamvu, Vuri Wumuk Soza Xilenj Xilulek Xironga Shosata Yaka Yalulema Yambasa Yangafek Yanji Yanzi Yao Kaza Yav Yei Yela Yembe Yei Yombe Yungo Zahir Sambezi Sambez Zanaki Zanzibar Saramo Zezuru Ziba Zigua Zigula Zimba Zimbabwe Zingula Zinza Nzulu. Voici 200 longues tchadiquesses que l'on pourrait écrire avec l'apostrophe afro-romain. Bafad, Ajawa, Anga, Oyokawa, Bakamabad, Baldamu, Bana, Barawa, Barin, Bata, Belé, Bidio, Biliri, Birgit, Boga, Bogom, Bol, Boudouma, Burapabir, Buzo, Buval, Central Margui, Sibak, Kuvok, Daba, Dafobatura, Dangalea, Das, Daza, Deno, Dera, Degeved, Diri, Duguar, Duwai, Fior, Gaanda, Gabri, Gadang, Gadoua, Galambu, Gavar, Geji, Jemzek, Gera, Geruma, Jevoko, Jidar, Jieo, Jiziga, Glavda, Gemay, Gud, Gudu, Gurintom Mbarou, Gwandara, Aoussa, Edi, RD, Uba, Wana, Shigreka, Jara, Gil, Jimbin, Jimmy, Jina, Jonkor, Bourmatagil, Jorto, Ju, Kabalé, Kajak, Kamoé, Kareker, Karfa, Karia, Kera, Kimre, Kirbalar, Kenom, Kofiar, Koubi, Kouler, Kupto, Kushi, Kwami, Kwang, Lagwan, Laman, Lele, Luri, Maaka, Maba, Mada, Mafa, Marera, Malgbi, Manga, Marba, Margi, Masana, Maslam, Mamaj, Mate, Mawa, Mbara, Mbedam, Mbuko, Mburku, Mefel, Meloko, Mere, Mem, Migama, Miltiu, Mina, Mir, Miship, Mia, Mofu, Mogom, Mokulu, Monogwa, Montol, Mpeid, Mser, Mubi, Munda, Musé, Musgu, Muskom, Muyang, Moiravul, Nansir, Endam, Ngamo, Enget, Ngegewai, Negizim, Ngwaba, Norse, Jiziga, Norse Mofu, Nzani, Paa, Parkwa, Pelala, Pero, Peve, Pia, Polsi, Psiki, Pute, Piapun, Ron, Saba, Sarua, Saya, Cha, Chagaou, Charwa, Siri, Sokoro, Somre, Saus, Jiziga, Saus Margi, Saus Mofu Shukur, Tal, Tala, Tamba, Tangal, Tera, Teshenawa, Tir, Tobanga, Toram, Tsagu, Tsuvan, Tuma, Kubi, Vin, Wandala, Warji, Wedu, Ulam, Yiwom, Zangvol, Zari, Zem, Zizilaivken, Zulgwa, Nzumaya. Une telle polyvalence revendiquée pour un même jeu de caractères peut susciter le doute. Pourtant, il est tout à fait possible d'utiliser un même jeu de caractères s'il est assez riche pour écrire de nombreuses langues. Cela ne veut pas dire du tout que toutes auront la même orthographe. Loin de là. Chacun n'utilise pas nécessairement la totalité des caractères de cette police, mais y prend ce qui lui est nécessaire, comme le montrent les exemples Twi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.